Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Cette édition de la rubrique Le Point va être consacrée à une enquête journalistique réalisée par le journaliste Pierre-Michel Bolivar. Comme je viens de vous le dire, il est journaliste, éditorialiste en chef de la radio-télévision francophone des Amériques, mais il est surtout un observateur attentif de l'actualité en général. Tout de suite après l'assassinat du président Jovenel Moïse, Pierre-Michel Bolivar a jugé bon de mener sa propre enquête journalistique avec évidemment un réseau de journalistes. Un an après, où est-ce qu'il en est? Quels sont donc les résultats trouvés? Il est avec nous ce matin pour nous en parler. Pierre-Michel Bolivar, bonjour, bienvenue sur Métropole. La question, vous l'avez entendu, où est-ce que l'on en est? Mais je sais, quand on a affaire avec des journalistes, ils ont la possibilité de parler, d'élaborer et d'aller parfois en profondeur. Avec vous, on va apprendre des choses. Bienvenue sur Métropole. Merci Wendell, merci infiniment. Bonjour à toi d'abord, bonjour à l'ensemble de l'auditoire de Métropole Radio et Télévision. Et puis, je suis content de répondre à vos questions, heureux de l'invitation. Merci infiniment. D'abord, je dois dire que... On va commencer par le commencement. Oui, pour commencer. Lorsque j'ai appris la nouvelle de l'assassinat du président, j'ai voulu d'abord attendre que tout ça soit confirmé parce que, bon, quand on est journaliste, on est très prudent. Lorsque tout a été confirmé, et tout de suite après, je me suis mis au travail. Pas pour l'enquête, mais j'ai démarré une petite investigation pour vérifier les réseaux sociaux, ce qui se disait, les dépêches des agences. Je vérifiais tout ça. Je m'étais mis, à réécouter certains discours dénonciateurs du président assassiné. Pendant une journée, j'ai fait ça. Et après, il m'est venu une idée que je dis, une très bonne idée, que je trouve jusqu'à aujourd'hui encore magistrale, c'est de faire en sorte que le journalisme haïtien, je précise, le journalisme haïtien puisse faire pour une fois une enquête sur un crime de ce niveau-là, un crime d'État, un crime, on assassine le président chez lui en pleine nuit. Alors, l'idée, c'était de fédérer des journalistes autour de moi, journalistes aussi, et de faire en sorte que nous puissions mener, en tant qu'Haïtiens, même si nous vivons un peu éparpillés, mais nous sommes des Haïtiens. Et donc, c'est fédérer des gens autour de moi, des journalistes en Haïti d'abord, dont toi, Wendell, tu es l'une des premières personnes à qui j'avais parlé de ça. Et j'ai parlé à d'autres, j'ai envoyé des textos sur mon en contact WhatsApp, j'ai envoyé des textos à plein de journalistes déjà que j'avais ciblés pour faire ce travail. Donc j'avais voulu, dans un premier temps, avoir 3 journalistes en Haïti, dont toi, Wendell. Je voulais être ici au Canada, avoir également un journaliste haïtien, mais tous des journalistes haïtiens à Paris. Je voulais également avoir un journaliste haïtien en République dominicaine, un journaliste haïtien à Washington, un à New York, un à Miami et un autre en Colombie. Alors, l'idée principale, c'était de faire une sorte de monter un consortium de journalistes, de mener une enquête à la Pandora Papers et à la Panama Papers. C'était ça l'idée. Alors tout de suite, je me suis mis au travail, j'ai contacté toi, je le répète, Wendell, je t'ai mis au courant, et puis, je dirais qu'après ça, il fallait que je revienne sur toi pour finaliser les choses. Bon, ça n'a pas abouti. Pourquoi ça n'a pas abouti? Parce que, d'abord, des journalistes à qui je me suis adressé ne m'ont pas
retourner l'ascenseur, à qui j'ai envoyé des textos. Il y en a à qui j'ai parlé directement par téléphone. Il y en a à qui j'ai envoyé des textos qui sont sur mon fil WhatsApp. J'ai envoyé une petite explication. Je n'ai, aujourd'hui, on est un an après, eu aucune réponse de ces gens-là. Mais bref, j'ai parlé à d'autres personnes, d'autres journalistes qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec le principe, mais qui ne voyaient pas l'utilité d'une telle démarche. Ensuite, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais leur sécurité et tout le tralala qui vient avec. Et ça, je comprends tout ça. Moi, je ne reproche à personne de n'avoir pas pris part à ce travail qui aurait été un travail dont l'histoire se rappellerait. Parce que j'imagine, à moins que je me trompe, ce serait l'une des rares fois, je ne vais pas dire pour la première fois, que des journalistes haïtiens se mettraient à enquêter sur un crime, et qui n'est pas n'importe quel crime, l'assassinat d'un président de la République en exercice. Et puis finalement, pour clore ma première partie de cette réponse, Wendell, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de contraintes. D'abord, il y avait le problème de sécurité de ces journalistes, surtout en Haïti. Et c'est pour ça que je ne suis pas revenu sur toi par après. Et puis, voyant que d'autres journalistes en Haïti à qui je m'étais adressé pour ce travail ne m'ont pas donné signe de vie, je me suis dit qu'il y a un problème de fuseau horaire, puisqu'il faut qu'on trouve un horaire de travail qui correspond au fuseau européen. Donc, le journaliste qui est en France, il faut qu'on tombe d'accord avec son temps de disponibilité. Il fallait planifier en fonction des horaires des uns et des autres. Et puis, il y a toute une série de problématiques qui va gérer les informations. Parce que dans une enquête comme ça, le journaliste qui se respecte est appelé à respecter, la confidentialité de ses sources, la gestion, la contre-vérification des informations reçues, parce que c'est sûr que quand on a une source qui nous donne une information, on la prend, cette information-là, on la collecte. Après ça, il faut contre-vérifier. Il faut vérifier d'abord et contre-vérifier. Donc, je me suis rendu compte que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et vu que nous soyons un peu éparpillés en Haïti, à Paris, en Colombie, donc j'ai ciblé les pays qui ont rapport avec certains détails qui ont trait à l'assassinat du président, les voyages des uns et des autres en Colombie, en Équateur, etc. Donc finalement, je me suis rendu à l'évidence, Wendell, qu'il fallait, pour être sûr, qu'il n'y ait pas de fuite. Il fallait travailler, il fallait faire cavalier seul. Mais vous avez aussi oublié qu'il y a quelque chose qui fait défaut aux journalistes haïtiens. Par exemple, la culture des investigations. Peut-être par crainte, quand on sait qu'il y a des journalistes qui avaient été sous le régime des Duvalier, tués, assassinés, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les journalistes d'aujourd'hui hésitent encore à faire partie d'une équipe d'enquêteurs ou d'investigateurs qui souhaiteraient justement travailler sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Absolument, tu as raison. Et lorsque j'ai parlé de sécurité, c'est à cela que je pensais. Et parce que tu dis l'assassinat du président, mais ce n'est pas n'importe quel dossier, Wendell. Tout à fait. C'est un dossier extrêmement abrasif. Et l'adjectif n'est pas simple et il qualifie bien la situation. Oui. C'est un dossier pointu, je dirais acide même. Oui. Parce que il y a plein de gens qui sont impliqués dans cette affaire. D'abord, c'est un crime transnational. Donc, il y a des pays qui sont impliqués, la planification, la mise en scène, l'architecture du crime, ça a été planifié dans un pays étranger. On parle même de quelques 20 millions de dollars qui avaient été débloqués pour perpétrer ce crime. Absolument, quelques 20 millions de dollars pour financer le plan, l'architecture, l'exécution, parce qu'il faut payer les exécutants. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est un dossier assez pointu, assez incisif, je dirais, qui demanderait beaucoup de professionnalisme et aussi protéger nos sources. Et lorsqu'on reçoit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit les informations, qui va se charger de les stocker
de les mettre en sécurité, parce que c'est pas, on est appelé à parler à des sources, Oui. des gens qui sont dans les services secrets, des gens que ce soit civils ou militaires, on est appelé à parler à des diplomates, des diplomates en service ou à la retraite, qui ont une lecture de la diplomatie, de la géopolitique. Et le crime est entré à l'assassinat du président, ça concerne aussi la géopolitique, la géostratégie. Parce que Haïti, c'est un petit pays des Caraïbes, des Antilles, mais attention, n'oubliez pas que les États-Unis ont la 4e plus grosse ambassade dans le monde, et ça se trouve à Port-au-Prince. Et la 4e plus grosse ambassade dans le monde est la première dans la région, et ça se trouve à Port-au-Prince, c'est pas pour rien. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions, il faut faire un travail sérieux, et je me dis qu'il faille protéger ces journalistes qui ont peur pour leur sécurité, et c'est normal dans un pays c'est légitime. C'est légion. C'est légitime. Alors, à ce moment-là, Pierre-Michel Bolivar, vous avez pris la décision de faire cavalier seul pour ne pas laisser passer le momentum. Oui. Effectivement, j'ai décidé de faire cavalier seul, aidé par mon carnet d'adresse international. Je pense que toi et moi, on se parle une fois de temps en temps, assez souvent, et je te dis souvent que mon meilleur ami, c'est mon carnet d'adresse. C'est même pas mon téléphone cellulaire, c'est même pas ça. Oui. C'est mon carnet d'adresse papier. Et tout journaliste qui se respecte... C'est ce que j'allais vous dire. Tout bon journaliste doit avoir un bon carnet d'adresse. Ah oui, un bon carnet d'adresse international, parce que je te parle là maintenant en duplex, et je peux tout de suite après appeler le rédacteur en chef de la Ligue de Belgique. C'est des contacts qu'il faut avoir. Je peux parler par exemple à un politologue aux États-Unis qui s'appelle Howard Gold, et je peux parler à un spécialiste en géopolitique qui est à Paris. Donc, c'est des gens, il faut avoir ce carnet d'adresse, ce genre de carnet d'adresse. Vous avez oublié aussi d'ajouter qu'il doit au moins maîtriser au moins une autre langue, une langue étrangère. Ah, mais absolument. Bon, moi, comme je parle espagnol, et je parle français, créole et anglais un peu. Donc, je peux organiser en anglais, parce que je n'ai pas un anglais fluide, comme on dit, comme je parle le français, mais je comprends et je parle, je peux m'exprimer en anglais correctement. Donc tout ça, ça prend un travail de lignée, ça prend un travail sérieux, ça prend beaucoup de professionnalisme, beaucoup de temps aussi à y mettre, parce que maintenant, chaque fois qu'on parle à des gens, la personne veut s'assurer que son interlocuteur est une personne crédible, est une personne qui ne va pas faire fuiter les sources, qui ne va pas vendre la mèche à certaines informations. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. C'est un travail colossal que vous avez réalisé. Maintenant, seul, vous avez commencé, vous avez parlé, vous avez contacté des sources, et est-ce qu'il y a des informations, je dirais même préliminaires, après l'assassinat du président, qui vous ont mis de la puce à l'oreille, indiquant qu'il y a possibilité de continuer seul. Est-ce qu'il y a de bonnes informations incitatives, je dirais? Oui, il y a comme journaliste, tu as de l'expérience, tu sais que je vais te répondre, et je vais te répondre à moitié. Il y a des informations que je ne pourrais pas divulguer aujourd'hui, que je dois contre-vérifier, mais en même temps, on a découvert beaucoup de choses. Je vais te donner un exemple. On a vu le timing entre le décès du maire des Cayes, l'ex-maire des Cayes, Jean-Gabriel Fortuné, et ce qui s'est passé, l'assassinat du président. 7 juillet et 14 août. C'est ça. Et il y a eu le tremblement de terre. Selon les informations dont nous disposons, et d'une source fiable, il se pourrait que ce soit un meurtre maquillé. Alors, maintenant, qui est derrière ça? Alors là, on n'a pas encore découvert. Cependant, je peux te dire que nous sommes sur une piste. Et lorsque nous l'aurons atteint,
Et je serai heureux d'inclure ça dans mon enquête parce qu'au moment où je te parle, Wendell, nous sommes dans la période de conclusion de l'enquête. Je voulais livrer ça pour le 7 juillet dernier, mais je me suis dit, il y a cette petite phrase que tu connais, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et il faut prendre le temps que ça prendra parce que je ne suis embauché par personne, je ne travaille pour personne, je suis un Haïtien, j'ai fait toutes mes études en Haïti, je pense que je dois ça à ce pays. Et je pense que c'est un devoir. Normalement, ce qui m'a un tout petit peu, parce que j'ai publié plusieurs phases de l'enquête, par exemple, sur mon contact WhatsApp, et il y a, à ce jour, aucun, je ne dis pas qu'on aurait dû les rediffuser, mais il n'y a aucun journaliste haïtien qui m'ait contacté, moi, Pierre-Michel, et des gens à qui j'ai envoyé, et des gens qui sont connus, des gens qu'on connaît, que tu connais, qui m'ont contacté, soit après avoir écouté une des phases de l'enquête, je suis à la phase de conclusion, c'est-à-dire j'ai publié une première phase, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième qui sera, je n'ai pas encore publié, qui sera la phase finale de l'enquête et que je suis en train de conclure. Il n'y a personne ne m'a contacté et tu es le seul journaliste. D'ailleurs, c'est une fleur que je t'envoie, bravo. Tu es le seul journaliste qui m'en parle. Où on dirait que on n'est pas intéressé. Donc, le seul journaliste aussi responsable de médias qui vous a informé de la décision qu'il a prise de diffuser toutes les phases sur sa station privée. Ah oui. Alors là moi, je te dois une fière chandelle. Peut-être que je t'apporterai, je ne sais pas, un bonbon du Canada, mais je te dois ça parce que effectivement, ta station de radio à Jacmel, Jacmel Inter, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, c'est Jacmel Inter qui diffuse mes réflexions philosophiques. Il faut préciser que je travaille sur la préparation d'un document de réflexion et de pensée philosophique. Donc, j'en diffuse depuis un certain temps. J'avais l'habitude de les écrire. Maintenant, je les fais, puisque le ciel veut que j'ai une voix pour ça. Donc, j'utilise les moyens que j'ai pour diffuser ces pensées, ces réflexions philosophiques. Et j'ai commencé ça, j'étais en réto, j'ai commencé peut-être classe terminale. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, merci beaucoup Wendell, bravo, pour avoir pris cette responsabilité de patron de médias, de diffuser sur ta station de radio à Jacmel les réflexions et surtout les phases de cette enquête journalistique internationale indépendante. C'est peut-être ça, c'est les adjectifs-là qui font la différence. Oui, qui font la différence aussi. Parce que nous sommes attachés à personne. Nous n'avons, et heureusement, nous sommes, et il faut que je le dise, dans un pays où la presse, le journaliste peut enquêter. Il y a même une loi d'accès à l'information ici. Si j'ai besoin de certaines informations, il y a une loi qui oblige l'État à me les fournir. Tu vois, c'est ici au Canada. Tu es quand même chanceux d'évoluer dans un pays où la presse est libre et le journaliste aussi. Absolument. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de contraintes. C'est pas la liberté. On sait que la liberté, ça ne se donne pas, ça se prend. Mais on est protégé. Moi, je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ. Donc, en tant que tel, je suis couvert et j'ai une carte de presse internationale. Donc, je peux aller à la Maison-Blanche, je peux aller si je demande une accréditation, je sors ma carte. Voilà, je peux être... Alors, dis-nous, Pierre-Michel Bolivar, un an après, il y a encore de nombreuses spéculations autour, sur les circonstances entourant la mort du président et également sur les causes de cet assassinat. Et on parle d'un assassinat financé par le secteur privé. On évoque aussi la possibilité que c'est un assassinat perpétré à cause des contacts du président.
avec certains pays. Les spéculations, comme je te le disais, sont nombreuses. Qu'est-ce qui a été privilégié dans ton enquête? Je voulais, dans un premier temps, savoir comment il était possible d'assassiner un chef d'État en exercice dans ses appartements privés sans que les services secrets occidentaux ne soient au courant. C'est impossible. J'ai dit tout à l'heure, il y a une chose que j'ai dite. J'ai dit que les États-Unis possèdent la 4e plus grosse, et là j'insiste, la 4e plus grosse ambassade dans le monde. Et cette ambassade se trouve, je pense, à Tabar, c'est ça? Si je me trompe. Bien dit, oui, correct. Donc, en termes de superficie et en termes d'importance géopolitique, c'est très important ce que je dis. Donc, ça m'étonnerait que les services secrets occidentaux, donc on voit tout simplement de quoi je veux parler lorsque je dis occidentaux, les États-Unis, la France, etc., le Canada, et ils sont là, ils sont sur le terrain en Haïti, ils sont partout, ces gens-là. Et je vais prendre une référence, la NSC, qui est l'une des plus grandes centrales d'intelligence aux États-Unis, et peut-être dans le monde, enfin, après peut-être la FSB de Russie, avec la FSB de Russie, pardon, a l'habitude d'espionner Angela Merkel de l'autre côté de l'Atlantique. En Allemagne. D'espionner François Hollande. Ça a fait, c'était l'époque où président Obama était à la présidence des États-Unis et ça avait failli tourner en problème diplomatique. En incident diplomatique, Obama a dû s'excuser, etc. Et je serais étonné que nous sommes à 90 minutes, Wendell, entre le décollage et l'atterrissage, donc à vol d'oiseau, avec les États-Unis. C'est-à-dire que tu peux manger en Haïti et aller boire ton jus à Miami dans 2 jours. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est impossible que ces services secrets ne soient pas au courant, n'étaient pas au courant. Et je me demandais aussi, il fallait, dans mon enquête, que je trouve le moyen de vérifier comment se fait-il que le président ait été assassiné et qu'il n'y ait jamais eu un seul blessé dans ces gardes rapprochés. Pas même un décès, en fait. Le décès de tout homme, c'est un décès de trop, mais un blessé ou des échafauds, etc. À part sa femme, à part la première dame. Hein? J'ai dit à part la première dame qui a été... Oui, à part la première dame qui est sortie blessée. Qui est sortie blessée de cette affaire. Donc, il fallait comprendre tout ça. Pourquoi? Alors, je me suis rendu à l'évidence, et c'est l'enquête qui va le prouver. Là, je te fais une première. C'est que le président Jovenel Moïse a été ostracisé pour de multiples raisons. Il y en a qui ont profité de cette disgrâce du président en Haïti, puisque le secteur politique haïtien est, je dirais, en quelque sorte responsable de ce qui s'est passé le 7 juillet. Le secteur politique, et là je dis la faune politique, je précise, la faune politique haïtienne est en quelque sorte responsable. On a profité de tout ce qui se faisait, tout le vacarme qui se faisait dans les rues. On a profité de l'affaiblissement du président, de l'affaiblissement politique. On a profité de ça pour chacun tirer son épingle du jeu. Je ne sais pas si tu sais. Très bien. Donc, il y a des gens qui peut-être ne sont pas directement impliqués, mais qui ont profité de l'affaiblissement politique du président pour soit dire leur mot. Parce qu'en créole, le dit, moun qui dit mes couleurs là. Là, c'est pas presque lui-même qu'on accusé, c'est toujours moun qui dit mes couleurs là. Alors, moun qui tue là, c'est pas lui-même accusé, c'est moun qui dit mes couleurs là. Moun qui tue couleurs là, c'est pas lui accusé. C'est toujours, souvent, vous savez, ou même si vous ne pas monter couleurs là, il n'y a pas qu'à tuer.
Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, ça veut dire que Wendell, bon paquet, comme c'est pour nous faire une introspection, peut dire, est-ce que nos pays pas qu'à fonctionner comme ça? Il n'est pas capable, si on est là, président, et puis, ou juste besoin pour prendre place là, pour mettre parce qu'il y a l'élection, même si c'était. Parce que j'entends souvent les gens dire, oui, c'est 500 000 monde, mais oui, 500 000 monde qui t'a voté, sous 500 000 monde, non, monsieur fait 350 000. Par exemple, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on même on fait 10 000, l'autre là fait 5 000, mais il a gagné. Ici, c'est comme ça. Il y a des gens qui gagnent ici des élections, Wendell, avec 3 voix, avec 5 voix. Oui, en plus. 5 fois de plus. Hein? Yeah. 5 fois de plus. Donc, des fois, il y a des recomptages dans un pays comme le Canada où les résultats des élections sont connus le soir même. Tu comprends? Donc, le fait que le gars ait gagné, même si c'était 300 000 personnes qui ont voté en général sur toute population, hein, et puis il fait 200 000, il a gagné. Et il ne faut pas jouer au mauvais perdant. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste en Haïti. Donc, la faune politique haïtienne a une responsabilité directe dans ce qui s'est passé le 7 juillet, parce que si pas de tout Bouyami Misaro, m'a obligé de dire ça en créole, si pas de tout Chirépit Saro, peut-être que certains secteurs n'auraient pas trouvé moyen, n'auraient pas trouvé probabilité pour entrer dans la question ça. Alors, maintenant, nous allons regarder la question géopolitique maintenant. Et c'est peut-être ça qui fait pendant 2 fois, nous dire États-Unis est plus grande ambassade, dans 4e plus grande ambassade du monde, là en Haïti. Président Jovenel Moïse, ils ont commencé à lui faire des difficultés, des problèmes, à partir du moment qu'il a lancé la caravane, cette affaire de caravane, parce qu'il voulait initier des trucs, des projets, etc. Et deuxièmement, on a amplifié les problèmes à partir du moment que il est tombé dans l'affaire usine asphalte. Et après ça, M. Vindi tirer ça, c'est pour le peuple là. Par contre, vous songez ça, on est. Très bien. Il dit, il y a une série de monde qui doit l'État l'argent, il va à l'hôtel date pour le pays. Parce que exactement, mais il y a des gens qui déduisent des millions de dollars à l'État. Il dit, nous, jusqu'à telle date, sinon, on m'a fait tel bagage, tel bagage. La balle qui tape sous domaine. C'est ça, voilà. Donc, ça s'est amplifié avec ça. Et puis, il y a le fameux dossier du courant électrique 24 heures sur 24. Donc, et en addition à cela, et ça c'est l'enquête que j'ai menée, et en addition à cela, il y a aussi les problèmes géopolitiques. Le président Jovenel, contrairement à ça, dit, monsieur pas ton politicien, monsieur c'est ton fin politicien. Ton tacticien même, je dirais. Il a constaté que le projet Farali, c'était mettre courant dans le pays contre vents et marées. Et n'est pas d'accord avec ça. Donc, il a fini par constater que les États-Unis d'Amérique, qui sont nos voisins, nos puissants voisins, n'ont pas tellement à ballon sous affaire pour aider l'avancée dans le dossier ça. Et puis, souterrain même s'il a fait des cochons, et Haïtien pareil, et mettez ensemble avec étrangers, bien entendu, parce que crime dans son crime que Haïtien avec étrangers mettent ensemble au fait. Et c'est ça, c'est l'enquête là qui dit, l'enquête là confirmé les experts à qui j'ai parlé. Je vais le dire de façon formelle. Les experts, qui sont près d'une centaine, j'ai parlé après d'une centaine de personnes, des experts, des analystes, des spécialistes en renseignement, qui sont actifs ou peut-être à la retraite. J'ai parlé à des gens qui sont dans la diplomatie. J'ai parlé à des férus de géopolitique. J'ai parlé à d'autres confrères journalistes, mais des étrangers. J'ai parlé à des Haïtiens, mais dont 3, j'ai parlé à des étrangers. Les gens sont formels. C'est impossible d'assassiner un président de la République en fonction sans que les services secrets soient au courant. Deuxièmement, ils sont formels aussi que le crime, c'est un crime transnational. Et troisièmement,
ils sont aussi formels. Que le crime a été architecturé, planifié aux États-Unis d'Amérique, en Floride. Donc, à quel niveau les gens, les autorités ou les gens étaient au courant ou n'étaient pas au courant, on n'est pas encore arrivé là, à ce niveau-là de l'enquête. Ce que je peux affirmer, c'est que le président Jovenel Moïse a été assassiné pour des raisons géopolitiques. Le président devait être assassiné. Alors entre autres raisons, ou bien l'unique raison géopolitique? Non, entre autres raisons. C'est ça que j'ai dit pour des raisons géopolitiques aussi. Merci de me permettre de rectifier. Il a été assassiné pour des raisons géopolitiques. Est-ce que le 2 juin, le mercredi 2 juin, te dit quelque chose? Tout à fait, oui. Le journaliste, je sais que ça te dit quelque chose. C'est le voyage du président. C'est ça. En Turquie. Et tu vas pouvoir te situer avec la réception de la lettre de créance de l'ambassadeur russe en Haïti. Pierre Michel, permettez-moi d'observer la pause et l'on reviendra pour d'autres détails, d'autres informations. Merci encore une fois de votre disponibilité. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Michel Bolivar, journaliste, éditorialiste en chef de la RTFA, Radio-Télévision francophone des Amériques, observateur attentif de l'actualité en général, et nous parle de son enquête lancée sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Pierre-Michel Bolivar, journaliste, est notre invité ce matin. 2 juin et la réception. Pierre-Michel. Oui. Alors, la réception de la lettre de créance de l'ambassadeur russe en Haïti, M. Malik Bagdassadov, ça aussi a quelque chose à voir avec l'assassinat du président. Parce que le président Jovenel Moïse voulait effectuer un virage à 180 degrés dans la géopolitique et dans la diplomatie haïtienne. Et les gens qui sont à l'écoute peuvent comprendre qu'au moment où l'on se parle, la carte du monde, la carte géopolitique du monde est en train d'être redessinée. C'est-à-dire avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, son action spéciale militaire en Ukraine, et les positionnements, le jeu des alliances aidant, il y a plein de pays qui se positionnent, et je pense que c'est un moment pour Haïti. Ça aurait été un moment pour Haïti de se positionner, parce que on a vu les votes qui ont eu lieu à l'ONU, on a vu la position des uns et des autres, on a vu les pays d'Afrique qui commencent à prendre position, le Mali, la Centrafrique par exemple, qui font carrément, qui tournent le dos à la France-Afrique. Hein? Les BRICS, les pays du BRICS, qui sont en train, il y a des pays qui se portent candidats pour adhérer aux BRICS. Avec l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Il y a l'Argentine qui est candidat pour entrer au BRICS. Donc, l'Argentine est en Amérique du Sud. Donc, il y a ce jeu des alliances qui a lieu présentement et ça change complètement la donne. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'Haïti a raté une certaine chance avec l'assassinat de Jovenel Moïse? Oui, absolument, a raté une chance de se repositionner géopolitiquement parce que c'était le moment et le président Jovenel Moïse voulait le faire lorsqu'il est allé en Turquie. Et je te l'avais dit lors de mon dernier passage au point et j'étais ravi de le dire et je vais le confirmer aujourd'hui, je vais le redire en plus. C'est que le président Jovenel Moïse, lorsqu'il part en voyage, lorsque le président part en voyage,
il va à l'aéroport, il fait une déclaration de presse, il dit, il rencontre des journalistes, bon, je m'en vais en Turquie, je suis invité par le président Erdogan, parce que c'est un président qui invite un autre président, et puis là-bas, je vais avoir des rencontres bilatérales avec d'autres, des partenaires économiques, etc. Je vais rencontrer d'autres, si c'est une réunion internationale, il y a d'autres chefs d'État, donc Erdogan l'invite, la Turquie l'invite, mais il rencontre d'autres personnes. Mais officiellement, il va rencontrer Erdogan. Et puis, quand il est dans ses appartements, il peut rencontrer Mandel, il peut rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas été annoncées. Et le président a été, je dirais, espionné, infiltré par des gens qui n'étaient pas de son côté et qui ont pris le même avion que lui, ou qui ont été l'attendre, qui ont envoyé des câbles, qui ont envoyé des informations, de dire qui il a rencontré en secret, parce qu'il a le droit de rencontrer des gens. Il a le droit, en tant que chef d'État, de rencontrer certaines personnes. Il a le droit de rencontrer, par exemple, le numéro 2 l'État russe. Il a le droit de le faire. Il est le chef de l'État. C'est le chef d'un État indépendant, malgré tout ce qu'on peut penser. Donc, c'est l'une des raisons, entre autres, qui est à la base de tout ça. Parce que M. Jovenel Moïse, son projet phare, c'était l'électricité. Quand il a vu qu'il était barré partout, du nord au sud, d'est en ouest, donc il a dit, bon, il faut que j'effectue un virage. Et il avait dit quelque chose. Pas fait, tu passes route. Par contre, ce sont des déclarations, ça. Très bien, très bien. Pas fait, tu passes route. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça pourra nous faire comprendre ce que nous pouvons comprendre. Et je parle aux gens avisés qui doivent savoir que lorsque le président dit pas fait, tu passes route, ça veut dire que tout le monde va en élection, etc. Et puis, dégageons pour gagner. Tant qu'on Préval te dit, nager pour sauter. Alors voilà. Donc, et puis ensuite, vite jouer avec ça, le président était en train de toucher des dossiers internes au pays, des dossiers d'électricité, de surfacturation, des problèmes de magouille, des gens qui étaient peut-être dans son camp, qui étaient impliqués dans des trucs. Il était en train de monter un dossier aussi pour procéder à l'arrestation de plein de gens. Et ces dossiers-là se sont envolés en fumée et ces dossiers-là ont disparu. Et il n'y a personne qui a déjà demandé où se trouvent les bandes de vidéos, des caméras de la résidence du président. Entre les mains de qui se trouve ça? Et je vais te dire une chose, Wendell. J'ai appris beaucoup plus de la police colombienne dans mon enquête que de la police haïtienne. Je répète, j'ai appris beaucoup plus de la police colombienne dans mon enquête que de la police haïtienne. Alors que est-ce que c'est parce que là encore pour me tourner à comportement et journaliste suite à des marches, est-ce que là encore c'est parce que la police en Haïti, même avec tout respect, il n'y a pas une tradition, une culture, une pratique de rendre compte, de bas information et même de coopérer dans la réalisation d'enquête. Bon, sinon des CPJ, que peut-être nous pensons qu'au travail sur enquête sur tout, sinon... Absolument. Ils ont fait un travail remarquable, les gens de la DCPJ. Remarquable. Donc, sauf que là où vous voulez ou même aller plus loin dans l'enquête ou bloquer, ou buter sur des obstacles. Absolument. Bon, mal bon exemple. Et c'est pas que au niveau de la police. Dans mon enquête, je me suis rendu compte que c'était pas facile de faire parler les gens en Haïti. Ils vont parler. Non. Et la pointe fait partie de conclusion que nous allons faire avec vous, le après de faire une discussion. Moi, parler avec, et là, nous allons sortir dans le temporel. Et ça fait que m'a dit le Kounia, mais ne va le conclure, et on va permettre que je conclue comme ça. Je ne vais pas le conclure. Je vais sortir dans le temporel là, je vais rentrer dans le mysticisme, je vais rentrer dans le mystique. Moi, parler dans l'enquête à des mambous, à des bongans. Moi, parler à des kabbalistes.
Des gens qui pas d'accord parler. Des gens qui peuvent parler. Des gens pour des raisons inavouées qui des informations qui n'ont pas ni confirmé ni infirmé. La peur, je pensais, au début de l'enquête, je pensais que la peur avait changé de camp. La peur est toujours chez les gens qui font partie, qui sont impliqués dans le complot. Il y a des gens là qui ne dorment pas. Parce que un jour, comme aujourd'hui, il y a privé sous nous. Alors, est-ce que c'est parce que, par exemple, l'on décide de participer dans un crime d'une telle envergure, eh bien, il faut connaître que ce n'est pas n'importe qui qu'on peut tuer. Est-ce que c'est parce que donner au tas semblait changer à la dernière minute? Parce qu'il y a une information qui fait quoi tout que le projet initial, ce n'était pas l'assassinat du président, mais c'était plutôt un coup d'État avec un mandat que M. Otegenan Mayo, et que vous pensé qu'une fois que vous arrêté le président, vous mettez le long avion, vous fait le quitter le pays, le peuple lui-même n'a pas levé en l'air, donc il n'a pas prendre pouvoir. Donc, Jovenel Moïse, c'était un obstacle, un bon embarras. Et que d'après information et révélation, même des Colombiens, c'est à la dernière minute que ils ont décidé de tuer le président. Est-ce que c'est ça que fait les auteurs intellectuels, les complices, les auteurs et co-auteurs, t'es qu'arrivé dans une phase côté que ils ont peur pour ils pas dormi dans les yeux pour reprendre parole qu'on prononcée là. Est-ce que c'est à ça? Oui. Effectivement, c'est ça, mais c'est surtout parce que planification, parce que le président aurait dû être assassiné à sa descente d'avion de retour de Turquie. C'est le sapin de Selon les résultats, une partie enfin, c'est un prix même à Blao, le président aurait dû être assassiné à sa descente d'avion de retour de Turquie. Plan changé. Le plan a changé parce qu'il y a eu une sorte de empêchement, un bagaille, et c'est ça m'a essayé de découvrir, qui fait que ils n'ont pas exécuté le moment où ils supposé exécuter là. Donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que l'impossible, dans la Caraïbe, là, l'impossible pour y offrir un président, ça a fait président Jovenel Moïse là, sans que pas des mains levées de une série de mots. Nous avons dit, mais levé ou bien dit, ils ont tous les yeux, ils ont fermé les yeux ou pas, ouais. Oui, parce que pour nous dire ça, ça permet de nous expliquer le bagage. Tu sais que il y a un bagage qui est en diplomatie, le ni pour ni contre. Il y a des secteurs qui ont droit. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, mais il y a tant de ça qu'a fait là, dépendant de qui résultat le bail et puis pour oppositionner. Est-ce qu'on comprend ça? Très bien, très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peut-être, même au niveau international, il y a des pays qui ne sont pas capables au courant. C'est impossible pour eux pas au courant. C'est ça que tu n'as pas fait ça. Maintenant, qui s'est passé par après, ça, on n'a pas encore découvert, et peut-être qu'on ne le saura jamais, mais sauf que c'est impossible pour eux pas au courant. Parce que le FBI, enfin d'abord, le fait que le FBI ait été les premiers à être en Haïti sur le théâtre de l'assassinat, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que la police, la DCPJ peut débarquer, aller enquêter sur l'assassinat, sur ce qui s'est passé au Capitole, à Washington? Est-ce que tu penses que la DCPJ peut ouvrir l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, dont on ne sait aujourd'hui encore qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas parce que M. Oté dit tout, parce que cette vidéo-là, M. Oté dit, pas tirer, c'est dit, cap mener une opération. Ça, c'est l'heure, il va entrer à la caille président. Ah oui, absolument. Et pour utiliser le nom de la DIA, tu penses que c'est anodin comme ça qu'on utilise le nom d'une organisation
de la police américaine, ça l'a dit. Son police, même mon cap dit ça, c'est peut-être américains d'origine haïtienne que parlent créole, et on connaît. Et qui ça, et les États-Unis, par exemple, représentés en termes de puissance, en termes d'influence. En termes de poids géopolitique en Haïti. Poids géopolitique et influence aussi. Par exemple, haïtien, même s'il est de la police nationale, on dit que c'est d'hier, il est américain, il est États-Unis, donc ou bien est-ce que l'entente est déjà faite pour eux même tout dans la police, pas réagir, qui dit ça qu'a fait l'enfer. Mais ça privé, c'est que nous avons une sorte de culture du blanc. C'est-à-dire, c'est blanc qui fait ci, c'est blanc qui... Par exemple, je vais prendre le corps groupe. Et ça, c'est le journaliste qui parle. Le corps groupe, il a été créé au Canada lors du sommet du G20, je pense. Et puis, sans la présence d'aucun haïtien. Et puis, le corps groupe n'a aucune légalité. Même la constitution haïtienne ne reconnaît pas le corps groupe. Les lois internationales ne connaissent pas le corps groupe. Et pourtant, Haïtien a accepté que le corps groupe a décidé, c'est le corps groupe qui dit ceci. Qui pays dans le monde là où est qui gagne un corps groupe? C'est une sorte de syndicat des ambassadeurs. Ça. Et il n'y a aucune autorité qui a les couilles pour dire non, c'est assez en Haïti. Et ça, c'est un problème. Parce que je ne vois jamais l'ambassadeur qui est accrédité, l'ambassadeur haïtien au Canada. Je ne le vois jamais à la Chambre des communes, qui est le Parlement canadien. Je ne vois jamais l'ambassadeur haïtien à Washington. Je ne le vois jamais, soit au palais, soit à la présidence, soit au département d'État. Il n'a pas à se tenir dans ces lieux-là. Tu vois? Donc, nous acceptons tout et beaucoup trop de choses. Et c'est ça le problème. C'est que lorsque tu parles à des diplomates, ils disent que mais si vous n'acceptez pas, il y a des choses qui ne pourraient pas se faire. Si les gens n'acceptaient pas, si vous n'acceptiez pas certaines choses, eh bien, il y a des trucs qui ne pouvaient pas se faire. Par exemple, tu remarqueras, et tu as remarqué, j'espère, que lorsqu'il s'agit pour les Haïtiens de se mettre ensemble sans qu'il y ait la présence de Blancs, c'est impossible. Dès que le Blanc les convoque, tout le monde est là. Je ne sais pas si tu as... Bien sûr, ce que d'autres Haïtiens dénoncent. Absolument. Il y a Haïtiens qui dénoncent, qui est très critique par rapport à cette attitude. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs, Wendell, et t'attendre à des résultats différents. Maintenant, d'après avec vous, Pierre-Michel, ou dis-nous, plus gros obstacle aux jeunes, c'est en Haïti ou bien à l'étranger? Plus gros obstacle que nous jouons, c'est en Haïti. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Parce que, comme je l'ai dit, la peur de plein de choses, les gens ont peur même de leur honte. Parce que, même vous bagaille là, fort, et Haïtien de la trempe de Jean-Jacques Dessalines, de Charlotte Marcadieu, nous ne savons pas, en tout cas, dans le monde qui là, il n'y a pas de gens qui ont même des fibres de ces gens-là. Je ne vais pas dire exactement tant que nous, mais qui a des rôles de Moussa. Parce que, regarde, si tu veux mener un combat pour que Haïti sorte dans sa ligne, on n'est pas capable de viser son problème pour fort. Fidel Castro, Wendell, tu dois le savoir comme journaliste expérimenté. C'est plus de 500-600 tentatives d'assassinat au version 8. Fidel Castro a l'IVAC sur madame, l'IVAC sur petite, l'IVAC sur paquet de bagailles personnelles pour le faire ça, le faire. Oui, pour sauver la révolution. Absolument. Et lorsque la révolution est menacée, ça s'est passé dans le président Canel, là, les gens font tentative pour ça quitte grâce à part entière un soulèvement pour le régime de problème. Les gardiens de la révolution sont sortis, fusil au point. On va faire ça. Et puis on dit, moi, on a cassé la métier, parce qu'on connaît qui est-ce qui est ça. Donc, ces gens-là, qui dans l'histoire, qui fait tout épopée, nous pas des personnes qui gagnent au ça, parce que c'est bizarre.
Et peut-être que le monde a dit, bon, monsieur, à l'étranger, n'a pas parlé comme ça. Non, c'est très sérieux. Et, moi, je dis, l'autre bagaille, Wendell, ça prend une nouvelle classe de leaders. Et dans les moments de crise, c'est dans les moments de crise qu'émergent les vrais leaders. Je parle de dealers. Et l'homme dit dealer là, c'est pas dealer dans le sens dealer dans la fait de non. Je parle de dealer, c'est mon leader à changer. Virer de l'envers, mais ce n'est pas des leaders, c'est des dealers. Maintenant, alors, nous allons finir. Nous comprenons que la difficulté est en pile. Pour vous, c'est un travail d'une année. Mais le fait que gagner une sorte, un manque de collaboration de la part des Haïtiens même qui sont dans le pays. Est-ce que ça t'avait dit, Pierre-Michel, est-ce que ça n'a pas, en quelque sorte, affecté la fiabilité du travail? Parce que... À quel niveau? Pas la fiabilité du travail, parce que moi, c'est la rigueur, la constance, le professionnalisme, le sérieux. Non, disons l'objectivité, par exemple. L'objectivité du travail. Même pas l'expliquer au bagaille. Ça fait que, dans le moment où je parle à voilà. Par exemple, moi, il y a des gens que on remarque que je cite non plus son monde. C'est pas pour rien qu'il fait pas faire ça. Parce que il y a des sources que j'ai à l'étranger qui donnent des informations concernant des gens. Et puis, je suis passé de façon indirecte pour entrer en contact avec ces personnes-là. Depuis autant d'affaires journalistes, surtout aux journalistes qui sont à l'extérieur, costume ou un dégométel. Mais, voilà mon bagage. Je dis dans le moment que je ne parle pas là. Je crois que Haïtiens supposés comprendre un bagage. Obligatoire. Obligatoire à ce que la lumière soit faite. Les Haïtiens ont cette responsabilité, elle est historique. Fort, ils ont fait lumière sur l'assassinat président. Parce que, m'a toujours le bagage là, tout, c'est que l'assassinat du président, c'est la fin d'un cycle en Haïti. C'est la fin d'un cycle. Le cycle n'a pas fini fermé, non? Parce que les égrégores haïtiens sont en train de se réveiller. Surtout celui du père de l'indépendance. Et là, je ne suis plus dans le temporel. Il y a des gens qui comprennent ça, ça je m'adresse aux personnes avisées, qui kabbalistes. Tout dit aux initiés. Aux initiés, voilà. Non, on voulait parler aux initiates là, aux grands mambo, etc. Ils comprennent ça, et les gens des sociétés secrètes à qui j'ai parlé aussi. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça a été facile pour vous de... Parce que j'ai eu la possibilité de parler avec un ladéo, en fait, qui dit qu'il appartenait à une société secrète. Non, mais il n'y a pas de pas comme ça. C'est pour parler à mon nom, et puis dans ça, on va attendre et pour comprendre. Okay. Alors, on parle avec lui, mais si on comprend, on va comprendre avec qui est-ce qu'on parle. C'est ça, voilà, tu as tout compris. Et les gens des sociétés Bizango et Makaya en Haïti. Et là encore, je m'adresse aux initiés. Mounsao, c'est les gardes rapprochés du pays. Haïti, ce n'est pas un pays libre. Il paraît libre. Mais le pays est borné. C'est un pays borné. Et les blancs sont comme ça. Blancs comme ça. Donc, ça veut dire que Haïti, bonne Haïti, c'est même bonne qui est en Égypte. Et, bral du bagay là, tout le monde, qui de près ou de loin, fait mal à Haïti. Que côté haïtien, côté haïtien, le bagay, côté étranger, ou des blancs, ou des macondés, on va payer ça. On va répéter. Quel que soit le monde qui fait Haïti du tort, on va payer ça. Parce que Haïti, c'est Chambou. Bon petit mauvais créole qui dit. Sur l'agent Chango, on paye Chango, c'est pas lui même? Oui. On paye Chango. Haïti, c'est Chango. Tout le monde qui fait Haïti du tort, à tous les niveaux que ce soit, à quelques niveaux que ce soit. Il y en a, bon, nous, ça a déjà gagné pas de dormir, il dit, je me dormir même. Pour nous finir, Pierre-Michel, nous avons dit que le crime, il réfléchit en Haïti,
Li allé aux États-Unis, li passé en Colombie, li traversé en République dominicaine et puis li est exécuté en Haïti. Donc c'est comme ça que nous avons conclu. Absolument, absolument. Le crime est transnational, il implique des pays étrangers. Il y a un pile pays qui est impliqué dans le crime. Tout pays ou dans le cité, là, que ce soit ces laissés ou qui ont passé sur le territoire, tout est impliqué. Parce que dans l'univers renseignement, pas grand que les gens veulent connaître ou pas connaître. Est-ce que vous croyez, et bon, évidemment, ce n'est pas enquête là, c'est peut-être réflexion et des déductions qu'on est capable de faire. Vous pensez que Lumière a fait sur l'assassinat ça? Il n'y a pas de choix. Parce que le président fait du bagage. Nous assassiner le président. Nous exiler le président. Nous qui s'assassiner le président. Même pas sujet tout nous exiler, nous tuer, nous assassiner. C'est ça. Nous tuer le président, nous déporter le président, nous exiler le président, nous réciger le président. Même mort, attendez bien, même assassiné, et il fait outrage à cadavre, monsieur. Parce que ça, c'est le problème encore. Même mort, Jovenel est aux poissons en gorge. Donc, ce n'est pas seulement le président qui coquait dans gorge. Mort à tout coquait dans gorge. C'est-à-dire, même mort. Donc, on va dire, le citoyen Jovenel Moïse était une sorte de poisson dans gorge. Et les gens qui ont bénéficié, qui vont bénéficier des avenues du pouvoir, et je connais de qui ça va parler là, dans toute qualité de problème. Nous avons encore des gens qui ne pas dormir, des gens qui ne pas vivre, des gens qui santé au détérioré. On ne va pas prendre de détails ça. Parce que ils n'ont pas pensé que Bagayotte a viré comme ça. Et moi, je dis tout à l'heure que le président, l'assassinat du président a mis fait un cycle. Moi, et ça me va dire ça n'engage que moi-même. Et bien, il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. C'est peut-être aussi la fin du présidentialisme en Haïti. Ouais. La fin du présidentialisme, c'est ça? Le cycle présidentiel. Parce qu'au départ, si tu prends la constitution du 20 mai 1850 d'elle, Haïti, c'est un empire, ce n'est pas une république. Haïti, c'est un empire, l'empire de la liberté. Ce n'est pas une république. Et la devise haïtienne, la vraie devise haïtienne, c'est liberté ou la mort. Ça prend des gens, des intellectuels, parce que l'université, c'est un haut lieu du savoir. Mais malheureusement, comme pays a un bouleversé, l'université, on ne sait pas comment fonctionner, on ne sait pas comment cursus. Mais c'est le travail des gens qui sont des chercheurs à l'université, des gens qui sont avisés, des intellectuels, de la trempe de Jacques-Stéphane Alexis, des gens comme ça, qui parlent de ce monde encore, mais qui supposent faire travailler ça. Je répète encore que la vraie devise haïtienne, c'est liberté ou la mort. Haïti, à l'initiale, selon la constitution fondatrice de l'État haïtien, qui est celle du 20 mai 1805, c'est un empire et non une république. C'est pas même genre avec l'Empire britannique. Non, c'est pas même genre. Mon empire pas forcément veut dire qu'il faut qu'on pas qu'il pays sous tutelle, non? Non. Mon empire veut dire parce que au son j'ai dit phrase ça, je te dis pour que nous puissions jouir de notre liberté, il faut que nos voisins soient libres. Ça c'était Haïti. Donc, qui dit ça, c'est peut-être ça qui fait que il était enclenché le processus de libérer toute l'Amérique latine. Toute une série de l'autre côté, vous voyez, à l'aider la Grèce, par exemple, qui t'a boumé contre l'Empire ottoman. Donc, c'est pourquoi nous empêcher que vous séparez la Libye. Ça, c'est l'ambassadeur Feu Émile Saint-Lô qui a empêché, à partir de vote aux Nations Unies, de séparer la Libye en trois parties, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan, au profit de l'Italie.
Ok, c'est Haïti. D'ailleurs, en Libye, le plus grand boulevard en Libye s'appelle boulevard d'Haïti. Pierre-Michel, faut nous finir. Et alors, m'a rappelé à Sosodian que l'un des premiers dirigeants, ou le premier dirigeant, le père fondateur, c'était pas le président Jean-Jacques Dessalines, c'était l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et Haïti, c'est un empire. Haïti reste un empire. L'empire de la liberté. Merci. C'est pas l'empire qui gagne. Pas quel pays qui a sous tutelle. C'est ça. C'est l'empire de la liberté. Voilà. Merci infiniment, Pierre-Michel Bolivar, pour disponibilité et pour partage qu'on fait avec nous matin. C'était un travail colossal, mais un travail qui a continué. Absolument, qui a continué. Et en temps et lieu, nous sommes parmi les premiers qui ont recevoir la conclusion enquête là. Et puis, bon, voilà, nous avons continué le travail. Et puis, nous sommes toujours là, à disposition métropole, parce que nous sommes de l'école. Nous sommes une seule famille. Nous sommes d'une seule famille. Seule famille, voilà. Merci infiniment. Allez, merci Pierre-Michel Bolivar. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le journaliste, éditorialiste en chef de RTFA, Radio-Télévision francophone des Amériques, Pierre-Michel Bolivar. C'est aussi un observateur attentif de l'actualité en général. Merci de nous avoir suivis. Madame, monsieur, passez une bonne journée avec Métropole. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.